Imaginez que vous achetiez un billet pour le plus grand spectacle de la planète et que, du jour au lendemain, un décret présidentiel transforme votre rêve en papier mouillé. Alors que les États-Unis se préparent à accueillir la Coupe du Monde 2026, Donald Trump signe un ordre qui non seulement interdit l'accès à des millions de supporters, mais menace aussi de déclencher une tempête économique et diplomatique sans précédent. Pourquoi le pays hôte décide-t-il de verrouiller ses frontières précisément maintenant? Quelles conséquences cachées sont sur le point d'éclater? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un geste politique peut changer le football et l'histoire pour toujours. Partie 1. Le décret qui change le jeu. À l'aube du 4 juin 2025, la Maison-Blanche s'est réveillée encerclée par les caméras, mais les fenêtres de l'aile ouest restèrent dans l'ombre. À l'intérieur, un décret de 4 pages ressuscitait de vieux fantômes et en convoquait de nouveaux. Sous le numéro 10949, la proclamation remettait en avant la doctrine du veto migratoire, cette politique qui avait marqué le début du premier mandat de Trump et que la pandémie, les tribunaux et la diplomatie croyaient amortie. Cette fois, cependant, le contexte était différent. Les États-Unis se préparaient à être la vitrine de l'événement sportif le plus regardé de la planète tout en fermant la porte à 12 nations entières et en retranchant 7 autres derrière des murs bureaucratiques presque infranchissables. Le texte explique avec un langage chirurgical que l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, l'Afghanistan, le Yémen et la Syrie, ainsi que 5 autres pays, sont exclus de toute possibilité de mettre un pied sur le sol américain. Le Venezuela, Cuba, le Nigeria et 4 autres destinations subissent un blocus partiel. Un limbo qui laisse leurs citoyens flotter dans une incertitude consulaire avec un délai d'attente moyen de 350 jours. Le document maintient une exception. Les entraîneurs, joueurs et officiels accrédités par la FIFA pourront franchir la frontière par une voie rapide surveillée par le département de la sécurité intérieure. Mais cette exception met en évidence la faille. Dans l'équation du business footballistique, le public, les techniciens, lumière, les caméramens indépendants, les fournisseurs de nourriture et les familles des athlètes ne figurent pas sur cette liste dorée. Il y a 10 ans, la géopolitique relevait des think tanks et des chancelleries. Aujourd'hui, elle se décide dans les visas, dans des files d'attente numériques qui s'étendent comme des autoroutes impossibles. Quiconque tente aujourd'hui un visa B1 ou B2 depuis Alexandrie, Nairobi ou Téhéran découvre que le premier rendez-vous disponible apparaît sur le calendrier du consulat au moment où le ballon devrait déjà rouler. Ce n'est pas une métaphore. Le département d'État reconnaît lui-même l'existence d'un énorme goulet d'étranglement causé par les séquelles de la pandémie, la fuite de diplomates et la pression d'une opinion publique qui réclame la sécurité à tout prix. Ainsi, la plus grande célébration sportive jamais prévue sur le sol nord-américain naît avec la moitié de ses invités piégés derrière une vitre. La Maison-Blanche invoque des menaces, un contrôle incomplet, l'incertitude liée aux passeports falsifiés et des cellules pouvant se fondre parmi les champs. Mais les chiffres officiels concernant les incidents liés à des événements sportifs dans les pays visés ne justifient pas l'ampleur du verrouillage. Au contraire, la Cour des comptes a montré en mai une baisse de 70% des alertes terroristes liées aux grands spectacles depuis 2021. La signature de la proclamation ressemble moins à une réponse technique qu'à une déclaration idéologique. Le pays qui promettait de lever le rideau le plus inclusif de l'histoire inaugure la fête en expulsant des millions de personnes avant même que l'hymne ne commence. Partie 2. Le choc immédiat, visas fans et villes en panique. Il n'aura fallu que 72 heures pour que les algorithmes de réservation aérienne redessinent leur carte thermique. Là où brillaient auparavant les routes Dakar-Atlanta ou Téhéran-Houston clignotent désormais des alertes rouges et des annulations automatiques. Des agences de voyage à Casablanca, Abuja et Damas envoient donc des courriels d'excuses. Le forfait Coupe du Monde est en pause, nous essaierons de le reprogrammer. La première vague de sinistrés ne porte pas de maillot. Ce sont les familles des joueurs eux-mêmes, les kinésithérapeutes externes, les ingénieurs du son qui voyagent avec les géants de la diffusion et les journalistes qui couvrent les supporters de l'intérieur. La voix qui résume le mieux la stupeur vient d'Iran. Son équipe nationale, qualifiée avec assurance, prépare ses valises sans savoir dans quel stade ni devant quel public son hymne sera chanté. Les billets attribués à son contingent de supporters, plus de 15 000 places réparties dans 3 stades américains, deviennent des morceaux de papier sans valeur. Un courriel filtré depuis un bureau régional de la FIFA suggère de déplacer les matchs à Monterrey ou Guadalajara pour préserver l'atmosphère compétitive. Un euphémisme qui signifie éviter que les tribunes ressemblent à un mausolée. Pendant ce temps, à Houston, la mairie convoque hôteliers et restaurateurs à une réunion d'urgence.
La courbe de réservation prévue pour juin et juillet 2026 s'effondre de 35% en une seule semaine. L'ICE, renforcé par un budget supplémentaire, intensifie les opérations dans les quartiers où vivent des communautés immigrées et de futurs volontaires du tournoi. Les caméras captent des arrestations qui deviennent virales et alimentent la peur des visiteurs potentiels venant d'Amérique latine. Atlanta et Los Angeles suivent le même scénario, conférences de presse pleines de gestes crispés, promesses de J-environnement sûr et, une fois les micros coupés, appels angoissés à Washington pour obtenir des éclaircissements qui ne viennent pas. Des chaînes comme Marriott, Hilton et Hyatt avaient bloqué des dizaines de milliers de chambres pour les tournois, les conférences de presse et les festivals parallèles. Elles envisagent désormais de libérer du stock ou de le rediriger vers le Mexique, où les offices de tourisme ont lancé la campagne « La Coupe du Monde est aussi la tienne ». Les premiers bus charter qui devaient de relier les aéroports texans aux fan zones sont redessinés pour traverser la frontière et passer la nuit à Monterrey. Les schémas de flux de visiteurs se remplissent de flèches qui contournent les douanes américaines. Chaque détour a un coût, carburant supplémentaire, assurances additionnelles, nouvelles licences et surtout incertitude. Les supporters découvrent, quant à eux, que l'expérience rêvée de chanter dans les tribunes devient une course d'obstacles numériques. Les systèmes de billetterie, intégrés à la base de données du département de la sécurité intérieure, marquent comme inéligible tout passeport provenant des 12 nations interdites. Les réseaux sociaux se remplissent de captures d'écran d'erreur et de hashtags enflammés. Et World Cup for All, Chaussera boycott USA 2026, Is not welcome. Ce qui avait commencé comme une simple réglementation administrative se transforme in un mouvement mondial de résistance culturelle. I social si riempiono di screenshot con messaggi d'errore e hashtag infuocati. Legge World Cup for All sceglie boycott USA 2026, The Not Welcome. Quella che era nata come una regolamentazione amministrativa si trasforma in un movimento globale di resistenza culturale. Partie 3. Facture multimilliardaire et érosion de la marque mondiale. Qatar 2022 a laissé une leçon claire. Les supporters d'Afrique et du Moyen-Orient ne se contentent pas de remplir les stades. Ils injectent aussi des centaines de millions de dollars dans les vols, les hôtels, le merchandising et la consommation locale. Les États-Unis rêvaient de reproduire et même de dépasser ce chiffre grâce à leur gigantesque infrastructure et à leur puissance médiatique. Le veto migratoire, cependant, perce cette projection comme on crève un pneu sur l'autoroute. United Airlines informe la Commission fédérale des transports qu'elle reverra à la baisse son plan de route. Delta redéploie des avions long courriers vers l'Amérique du Sud. American Airlines réduit ses fréquences vers le Moyen-Orient en évoquant des conditions de marché inattendues. Les compagnies aériennes du Golfe, principal sponsor de clubs européens, envisagent de réduire leurs activations sur le sol américain afin d'éviter la paradoxe de promouvoir un tournoi auquel leurs clients ne peuvent pas assister. Les sponsors respirent dans des salles de crise pleines d'écrans. Adidas craint de perdre en visibilité au Nigeria l'un de ses marchés émergents clés. Coca-Cola se souvient du boycott des années 1970 et imagine des mèmes associant son logo au mot « apartheid ». Visa, dont la marque est liée à la liberté de mouvement financier, se demande comment défendre son slogan alors que les frontières physiques se ferment. Un analyste de Qatar Airways résume l'angoisse lors d'une conférence téléphonique avec 10 agences créatives européennes. Nous ne pouvons pas être la compagnie aérienne officielle d'une Coupe du Monde à laquelle nos passagers ne peuvent pas se rendre. La FIFA se tait, mais le silence résonne. Des documents filtrés par un cabinet de conseil suisse énumèrent divers scénarios de dommages réputationnels. Le pire envisage des manifestations devant les hôtels de la délégation à New York et la possibilité de poursuites pour discrimination devant les tribunaux européens. Pendant ce temps, les actions de l'agence d'hospitalité qui gère les forfaits VIP chutent de 12% à la bourse de Zurich après la révélation des chiffres d'annulation. Les graphiques boursiers racontent une histoire que les communiqués taisent. Les exclusions politiques détruisent la valeur de la marque avant même que le premier popcorn ne soit vendu. Dans les quartiers d'immigrés de Queens à Little Havana, la réaction est viscérale. Pour beaucoup, la Coupe du Monde représentait un pont émotionnel avec la patrie qu'ils ont laissée derrière eux. Ils constatent désormais qu'un simple tampon sur un passeport peut empêcher leur mère de voir son équipe nationale, leur cousin caméraman indépendant d'obtenir une accréditation ou leur troupe de danse folklorique de se produire lors de la cérémonie d'ouverture. Le rêve de partager ses racines se transforme en un rappel de la précarité qui définit leurs conditions d'étrangers. Et cette blessure latente s'amplifie à chaque tendance sur les réseaux, à chaque interview de rue où quelqu'un répète que la fête sera la plus mondiale de l'histoire, tout en pointant les sièges vides d'une tribune imaginaire. Preguntar à ChatGPT,
Partie 4. Un mondial fragmenté. Réaction et la bataille pour la légitimité. Le Mexique sent l'opportunité comme on détecte des épices dans la brise. Son ministère des Affaires étrangères publie un communiqué en vers diplomatique garantissant une entrée pleine et sans restriction à tous les supporters, peu importe leur origine. Le Canada imite ce mouvement et ajoute une couche de courtoisie nordique en assurant des procédures d'entrée claires, péséquées et expéditives. Aucun paragraphe ne critique directement les États-Unis. Mais la comparaison reste comme un tatouage lumineux sur la carte. Plusieurs fédérations, dont celle de l'Algérie et du Venezuela, demandent formellement de changer leurs sites principaux pour Monterrey, Vancouver ou Toronto, invoquant la sécurité de leurs supporters et la simplicité logistique. Les ONG de défense des droits humains entrent en scène avec des banderoles métaphoriques. Amnesty International dénonce que l'exclusion de nationalités entières mine l'essence même du sport en tant que langage universel. Human Rights Watch avertit que si cette exception se normalise, d'autres futurs hôtes pourraient discriminés selon des critères opaques. L'ACLU rappelle que la Constitution américaine protège l'égalité devant la loi et annonce qu'elle explorera des voies légales dans les tribunaux fédéraux. Chaque communiqué alimente les mouvements digitaux qui organisent déjà des projections publiques des matchs dans les places européennes et latino-américaines sous le slogan « La Coupe du Monde ne tient pas dans un seul pays ». Sur TikTok, un créateur nigérian suivi par 3 millions de personnes raconte, sur fond d'Afrobeats, comment sa famille a économisé pendant 4 ans pour voyager jusqu'à la phase de groupe et découvre maintenant que le rendez-vous au consulat le plus proche est prévu après la remise du trophée. La vidéo atteint 15 millions de vues et se termine par une phrase devenue slogan « Ce n'est pas de la politique, c'est une question d'appartenance ». Les avocats de la FIFA, sous pression des sponsors et des gouvernements alliés, étudient une sortie pour éviter un tremblement institutionnel. Une option serait de déplacer les 8e et quarts de finale vers des sites mexicains et canadiens, tout en maintenant demi-finale et finale sur le sol américain afin de ne pas rompre les contrats avec les diffuseurs qui paient des sommes astronomiques pour des images avec la statue de la liberté en arrière-plan. Une autre possibilité, plus radicale, serait de mettre en place un système de fan-hubs dans des pays neutres avec des billets liés numériquement au stade nord-américain. Une sorte de clonage virtuel de l'expérience que la majorité juge inviable. Tandis que la bureaucratie pèse les alternatives, le temps presse. Chaque jour perdu multiplie les coûts et embrouille les calendriers de construction, les répétitions des cérémonies, les plans marketing et les itinéraires de transport. Un ingénieur logistique compare la situation à essayer de changer les roues d'un train à grande vitesse sans arrêter la locomotive. La métaphore est précise. Les rails de l'industrie sportive ne connaissent pas de frein d'urgence et l'investissement signé dépasse les 20 milliards de dollars. La Maison-Blanche, surprise par l'ampleur de l'incendie, active une équipe de crise. Certains conseillers proposent de créer une voie rapide pour les visas pour les supporters à haute valeur, c'est-à-dire ceux qui prouvent des ressources économiques et un casier vierge. L'idée meurt instantanément sur les réseaux, qualifiée d'élitiste et discriminatoire. D'autres suggèrent d'assouplir discrètement la proclamation présidentielle pour inclure une clause temporaire permettant l'entrée pendant la durée du tournoi. Mais céder serait admettre un échec et risquer un capital politique auprès de la base électorale qui applaudit la rigueur migratoire. L'administration fait ainsi face au dilemme de Samson. Si elle pousse les piliers, le temple s'écroule pour tous. Au loin, à Bruxelles, l'Union européenne convoque sa commission des sports pour étudier la possibilité de conditionner les futures candidatures des États-Unis à des événements internationaux s'ils ne garantissent pas un accès équitable. Le geste est symbolique mais révèle l'ampleur du mécontentement. Le comité olympique en prend note car Los Angeles 2032 se profile à l'horizon et la mémoire institutionnelle est aussi longue qu'un éléphant. La bataille pour la légitimité ne se livre cependant pas que dans des bureaux climatisés. Dans les quartiers d'immigrants, dans les cafés où se mêlent langues et dans les groupes familiaux sautant les fuseaux horaires, les gens calculent si cela vaut la peine de franchir une frontière qui semble aujourd'hui plus haute qu'hier. L'héritage intangible d'une Coupe du Monde, cette promesse d'échanges culturels et de célébrations partagées, commence à se fissurer. Ce qui aurait dû être un pèlerinage footballistique se transforme en un itinéraire semé de douanes mentales. Et chaque histoire d'un enfant qui ne verra pas jouer son idole, chaque grand-parent qui renonce au voyage par peur des interrogatoires, ajoute une fissure de plus au récit de la nation hôte. À mesure que la crise grandit, les chiffres deviennent des visages. La jeune kinésithérapeute marocaine qui avait vendu sa voiture pour payer un visa express et voit maintenant son rendez-vous consulaire repoussé après la finale. L'entrepreneur nigérian qui négociait l'importation de 100 tonnes d'igname et de merchandising Afrofusion pour monter le premier
Fan Village panafricain à Atlanta, et qui, malgré l'ordre signé, découvre que son investissement est bloqué dans un port à Lagos sans autorisation d'embarquement. Le photographe syrien, qui rêvait de photographier sa sélection, l'une des histoires sportives les plus improbables du siècle, et que l'absence de passeport biométrique condamne à l'exil des retransmissions pirates. Chaque récit individuel révèle les fissures d'une structure qui, sur le papier, promettait d'unir les cultures pendant que le ballon tournait. La logistique s'effiloche, les assurances d'annulation explosent, les conteneurs de drapeaux et de tambours restent retenus dans des douanes qui partagent leurs couloirs avec des cages pour chiens détecteurs d'explosifs. Dans les bureaux de New York, des courtiers en réassurance passent en revue des polices d'assurance que personne ne pensait activer, attribuant des chiffres à 6 chiffres à des concepts aussi abstraits que la perte d'atmosphère compétitive. Sur la côte ouest, des firmes de données projettent que la chute des visiteurs venant d'Afrique et du Moyen-Orient créera un vide de 500 millions de dollars dans les bilans des hôtels et restaurants californiens, alors que beaucoup ne se sont pas encore remis du choc de la pandémie. Les maires appellent au calme, tout en surveillant en temps réel comment les cartes thermiques des téléphones portables, ceux qui trahissent l'origine de chaque passant, passent du rouge au gris dans les quartiers préparés à l'avalanche touristique. Le coup ne résonne pas seulement dans l'économie formelle. Les taxis informels du New Jersey, qui comptaient sur des courses nocturnes entre le MetLife Stadium et des auberges bon marché à Queens, prévoient déjà une baisse de 20% des trajets et anticipent que la différence se transformera en une hausse des loyers impayés et en saisie de licences. Pendant ce temps, dans les couloirs du Capitole, des législateurs de districts hispaniques et somaliens affrontent la contradiction de défendre un événement qui créera des emplois tout en humiliant leurs électeurs, en qualifiant leur famille d'origine de dangereuse. Le terrain moral devient glissant. Ceux qui soutiennent la mesure invoquent la sécurité. Ceux qui la dénoncent pointent le racisme sous-jacent et au milieu, la FIFA observe, consciente que sa propre légitimité, déjà érodée par des scandales passés, est suspendue une nouvelle fois à un fil diplomatique. Les commentateurs sportifs commencent à prononcer normalement l'expression « Coupe du monde à 2 vitesses », car ils comprennent que la géographie de la passion se mesure désormais au filtre de l'immigration. Et tandis que les algorithmes de streaming prévoient des records d'audience en ligne pour compenser les sièges vides, les pionniers du métavers se frottent les mains avec la promesse de stades virtuels pleins d'avatars sans visa. Même si, au fond, tout le monde sait que l'expérience d'embrasser un inconnu après un but décisif ne rentrera jamais dans un casque VR. Ainsi, à seulement 12 mois du coup d'envoi, la grande fête qui devait célébrer l'universalité du sport est devenue une radiographie douloureusement précise de qui peut déplacer librement son corps à travers le monde et qui reste à regarder de l'autre côté de la vitre. Quand le coup de sifflet final retentira dans 1 an, peut-être que les gradins vibreront tout de même et que la coupe sera levée sous un feu d'artifice. Mais au-delà de la carte postale télévisée, restera l'écho d'un dilemme non résolu. Une puissance peut-elle convoquer le monde tout en choisissant qui entre et qui non? Les villes qui ont investi des fortunes dans les hôtels, trains et stades devront expliquer pourquoi les couloirs sont restés à moitié vides. Les marques qui rêvaient de campagne mondiale passeront en revue leurs bilans et hashtags indésirables. Et les supporters qui suivent le ballon depuis des écrans lointains se rappelleront qu'en 2026, la fête la plus universelle s'est célébrée avec des portes entr'ouvertes.